Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans les coulisses du Grand Lyon. Mon invité du jour, Bernard Devers, bonjour. Bonjour à vous. Vous êtes le président et fondateur du mouvement Habitat Humanisme, mouvement qui a aujourd'hui 40 ans, 40 ans d'engagement, qui en ont fait le 4e groupe non lucratif en France, avec près de Alors 30 sur 000 le salariés. champ en fait des activités pour les personnes âgées, d'accord, dépendantes. Qu'est-ce que 40 ans après, ce qui continue de vous motiver? Ce qui continue de me motiver, c'est ce drame, c'est cette détresse. La détresse de ces hommes, des femmes, parfois des jeunes d'ailleurs, en fait, qui ne trouvent même pas à se loger. Quand on ne trouve pas à se loger, en fait, il n'y a pas d'avenir. Pour exister, à minima, il faut un logement. Et pas n'importe quel logement, il faut un logement décent. Donc il n'y a pas de... L'humanisme commence à partir du moment, en fait, où la personne se dit qu'en fait, elle peut exister, elle est reconnue, parce qu'elle a droit à ce logement. Et donc aujourd'hui, ce droit, le logement, c'est une protection. C'est d'abord, bien sûr que c'est un droit, mais c'est une protection. Et il y a trop de nos contemporains qui ne l'ont même pas, cette protection. Donc l'heure n'est surtout pas, en fait, aujourd'hui de se décourager. On voit que les difficultés, elles sont elles sont importantes. Je dis souvent qu'en fait, c'est pas une crise du logement, parce que la crise du logement, une crise, on sort d'une crise. Et en fait, cette crise, elle s'est installée. Et cette crise, si on retient ce mot par commodité de langage, elle est finalement le syndrome de bien d'autres crises sociales, politiques, économiques. Et puis je crois aussi, en fait, sur un plan sociétal, on voit que notre société se ferme. Il y a un repli sur soi, parce qu'il y a des peurs, il y a des crispations, il y a un avenir qui est insécurisé. Et donc, aborder la question du logement, faire en sorte que des personnes plus fragilisées trouvent leur place, eh bien, en fait, cette fragilité, aujourd'hui, on essaye de l'éloigner parce qu'on a peur qu'un jour, elle puisse nous toucher. Alors vous défendez un modèle de mixité sociale, mais aussi mixité de génération, c'est-à-dire des immeubles où on retrouve les différentes facettes de la population. Modèle partout, d'ailleurs, vous implantez des immeubles, ça se passe très bien, même si on se souvient que parfois, il y a des manifestations, des banderoles. Quand vous arrivez avec un projet, ils vont mettre des toxicomanes en face de chez moi. Finalement, partout, ça se passe bien. Tout à fait. Je veux dire qu'en fait, vous avez raison de souligner cela, parce que je trouve qu'on doit avoir une autre représentation de la question du logement social. Le logement social, d'abord, il faut savoir que 70% de nos concitoyens sont éligibles au logement social, au logement intermédiaire, avec notamment le prêt locatif social, le PLS. Et donc, pourquoi on a besoin d'un logement social? C'est d'abord des jeunes qui démarrent, en fait, dans la vie, et qui parfois sont obligés de rester chez leurs parents, sont obligés, en fait, de trouver des logements qui sont indécents. Donc, ils commencent dans la vie avec déjà des difficultés absolument majeures. C'est-à-dire, mais on n'existe donc pas. Si ensuite, après, sur les 40 ans, en fait, on voit, en fait... je ne suis pas là pour porter un jugement moral, le sujet n'est pas là. Mais on voit qu'il y a des ruptures affectives. Les familles recomposées. Mais oui, c'est ça, les familles recomposées. Il y avait en fait 40 ans, il y avait 1 million de personnes, de familles monoparentales. Aujourd'hui, elles sont près de 5 millions. Avec des besoins de logement plus importants. Avec des besoins, il y a aussi les violences conjugales qui se sont quand même beaucoup aggravées, aussi. Des femmes qui se retrouvent sur un trottoir avec des gosses, etc. Elles sont assignées ensuite à des quartiers qui sont des quartiers très paupérisés. Elles recherchent du travail, en fait, avec des horaires très décalés, et donc des difficultés majeures, en fait, aussi pour l'éducation des enfants. C'est un enchaînement, en fait, aujourd'hui. Quand on commence à plus avoir de logement, et quand ce logement, on ne va pas le trouver, en fait, on est parti vers des abîmes. Il faut dire, allez, halte là, quoi. Halte là. Et pour cette halte... elle conduit aujourd'hui à bâtir. Et il y a aussi la question des personnes âgées. Souligner que souvent que d'ici 2050, il y aura 10 millions de personnes de plus de 80 ans en France et que la solution, c'est certainement pas le tout EHPAD, ni des centres-villes qui seraient peuplés que de vieilles personnes quand les soignants, les jeunes habiteraient en périphérie. Voilà, on va vous souligner en fait aujourd'hui une rupture. C'est-à-dire que les soignants... c'est-à-dire ceux qui prennent soin de nous, il faut que les mots aussi aient une portée, une densité. Finalement,
Alors, je ne parle pas des médecins, des infirmières, etc., mais des auxiliaires de vie, des aides-soignants. On leur dit non, mais allez ailleurs, quoi, en fait. Vous n'avez pas votre place ici. Donc, voilà. Ça veut dire, en fait, aujourd'hui, quand on leur donne pas, ils n'ont pas d'accès à un logement qui sont à proximité, en fait, de leur lieu professionnel, alors qu'ils ont des horaires tout à fait, en fait, qui sont très particuliers. Hein, il y a des appels en urgence, etc. Venez, ces personnes sont lointaines. Donc il y a une sorte, au fond, cette société du care, en fait, du prendre soin. On en a beaucoup parlé. Ça reste quand même, en fait, aujourd'hui des mots. Hein, et cette parole, elle n'est pas une parole qui engage. Un point inquiétant, c'est il y a 20 ans, pour les 20 ans d'Habitat Humanisme, vous aviez fait un grand sondage sur l'acceptabilité des logements sociaux par les Français. Vous avez refait la même étude 20 ans plus tard. Le bilan est assez négatif, c'est-à-dire que les Français sont moins nombreux à défendre le logement social et encore moins nombreux à le défendre dans leur quartier. On a perdu 20 points, hein, voilà, par rapport à cette acceptabilité. Hein, mais ça explique bien, ça souligne en fait ce repli sur soi, parce qu'on dit la peur de l'autre. Hein, la peur de l'autre. C'était 87% des Français qui, il y a 20 ans, souhaitaient des logements sociaux. 64 aujourd'hui. 64% aujourd'hui, quoi. Donc, voilà, ce sondage-là, en fait, ce rapport souligne, en fait, les difficultés tout à fait grandissantes de ce problème du logement social. Alors, est-ce qu'on va continuer comme ça? Mais si on continue comme ça veut dire que c'est une société qui va être en situation de grande rupture. Les abîmes vont encore s'aggraver, mais les valeurs de notre pays, de notre civilisation, bien marquées en fait par cette fraternité, cette liberté, cette égalité. Qu'est-ce que ça veut dire la fraternité, si cette fraternité ne marque pas une attention à ceux qui n'ont aucune liberté? Parce qu'en fait, votre chance, ma chance, c'est en fait d'avoir accès à un logement qu'on grosso modo, on choisit. Hein. Le quartier, on le choisit. Hein. Et il y a un grand nombre de nos contemporains, de nos concitoyens qui, eux, n'ont pas la possibilité du choix. On leur dit, voilà ce qu'il y a comme logement pour vous. Et en fait, ça les éloigne en fait, des lieux de culture, enfin, etc. Enfin, ça les éloigne de tout. Et en fait, ils se disent, mais et ma place dans la société. Et cette société, pourtant, la civilisation, la République, elle est une et indivisible. La réponse pour vous peut passer par le logement, par un changement du modèle de logement social en France? Ah ben, si ce modèle du logement ne change pas, si on continue, comme on vient finalement sur ces 20 dernières années, et plus gravement depuis 10 ans, alors on se prépare à une société très fracturée. Est-ce que c'est la société qu'on veut voir? Et alors vous, qu'est-ce que vous préconisez? Alors nous, on préconise deux choses. En fait, c'est avec Habitat Humanisme, on n'est pas là pour crier, on n'est pas là pour dénoncer, on est là pour énoncer, par contre, des propositions un peu nouvelles, qui peuvent apparaître parfois comme étant des utopies, mais l'utopie, c'est un lieu à faire naître. Il y a 40 ans, quand on a commencé, on a parlé de cette économie solidaire. On dit, mais ça n'a pas de sens. On fait une économie solidaire, les gens, ils investissent, que pour autant, en fait, que cet argent, en fait, ils vont gagner de l'argent. Et on a dit, ce qu'on va faire, cette économie solidaire, c'est que les gens ne perdront pas d'argent par rapport au pouvoir d'achat, mais qu'ils vont faire aussi gagner ceux qui sont toujours les perdants de la société. Et alors ça paraissait en fait un peu une folie, en fait. Et n'empêche que cette économie solidaire, aujourd'hui, elle a quand même trouvé sa place de manière insuffisante, certes. Mais elle existe. 16 000 foyers aujourd'hui dans ce modèle-là. Voilà, dans ce modèle-là. Bon. Alors comment on change d'échelle aujourd'hui pour handicap? Alors changer d'échelle, donc on est dans une double démarche. La démarche, en fait, de développer cette économie solidaire avec des institutionnels, mais pas seulement. Il y a quand même, aujourd'hui, l'économie solidaire, ça représente 2% de l'actif circulant des Français. 2%. Si demain on passait à 5 ou 6%, en fait, on change la donne, Et donc, la question, elle est posée à chacun, en fait, en termes de conscience, de se dire, mais sur mon patrimoine, sur l'argent que je dispose, est-ce que j'accepte qu'il y ait une part qui va contribuer à la solidarité? Et quand la réponse, elle est oui, alors, en fait, à chaque fois, en fait, il y a des possibilités nouvelles qui naissent. J'aime bien ce mot de Lamartine, il dit en fait que le réel est étroit. Bien sûr, regardez cette étroitesse du réel, au point qu'il y a des gens qui n'ont même pas la place pour le logement. Et il dit, le possible est immense.
Eh bien, l'avenir, c'est de faire naître des possibles. Et Habitat Mali, c'est un acteur des possibles. Donc ça, c'est la première démarche avec l'économie solidaire. La deuxième démarche, c'est à partir précisément d'un certain regard, justement, sur ces logements qui sont en fait dits vacants. Il faut savoir qu'il y a en France 3 millions... 400 000 logements dans les grandes villes françaises. Dans les grandes villes, ça. Il y a 3 100 000 logements qui sont vacants en France. Bon. Alors, il y a des logements qui sont dans des régions qui ont perdu toute activité économique. Ça pose d'ailleurs la question, en fait, est-ce que aujourd'hui, une des propositions pour atténuer ce mal logement, ça devrait être aussi d'engager, en fait, une politique de développement des territoires, de l'aménagement des territoires. Et cet aménagement du territoire est quand même bien absent. C'est aussi, donc, on prend que les logements, en fait, dans les grandes villes et la capitale. 400 000 logements qui sont vacants. 400 000 logements, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait, si on regarde en fait dans ces villes, ces tentes qui sont en train de joncher les trottoirs, hein, ou de gens qui vivent dans des squats, ou des gens qui vivent dans la rue, hein, dans des voitures, etc., alors qu'ils ont des activités. Hein, donc là, il y a quelque chose qui est inacceptable. Enfin, c'est une injustice qui est criante. Elle hurle même, cette injustice. Alors, on ne va pas attendre. Vous savez, il y a cette question. Il y a donc personne pour entendre, personne pour comprendre. Habitat Mali est là précisément pour essayer d'entendre. D'abord, nous avons nous-mêmes à entendre, à comprendre et à faire comprendre qu'il y a des propositions. Cette proposition par rapport à la vacance des logements, c'est de dire... Il y a besoin d'une nouvelle loi sur la vacance des logements. Il faut imposer les choses, il faut contraindre ou c'est... Non, parce qu'on voit bien qu'en fait, les contraintes qui ont eu lieu, en fait, elles ne donnent rien. Il y a une contrainte qui est liée à travers les pénalités sur les 7 dernières années. En France, la vacance des logements a augmenté de plus de 400 000 appartements. Dans le même temps, les pénalités, sur ces 7 dernières années, sont passées de 80 millions d'euros à 217 millions d'euros. Donc ça n'a rien réglé. Rien réglé. Le phénomène de la vacance demeure. Alors comment changer? Alors, je crois que là non plus, il ne faut pas jeter l'opprobre. Il y a un certain nombre de ces logements qui appartiennent à des propriétaires âgés, hein, parfois à la retraite, et qui disent « mais moi, la réhabilitation de mon logement, j'en ai pas les moyens. » Et il y a quand même des travaux qui sont lourds à faire, à partir notamment de la mise aux normes, en fait, aujourd'hui, pour pouvoir louer un logement sans risquer d'être pénalisé par un logement qui ne serait pas adapté à la location. Et en plus, les locataires ont absolument besoin. Il ne s'agit pas simplement qu'il y ait un loyer social. Le loyer social, il est à peu près pris en charge, en fait, à travers ce qu'on appelle l'APL, l'aide personnalisée au logement, mais par contre, pas du tout, en fait, les charges. Et on se retrouve dans des situations où, en fait, où il y a des logements où le montant des charges est supérieur au montant du loyer. Et donc, si on arrive, d'abord, à faire des travaux, et donc c'était effectivement le dispositif Rénov', pour qu'en fait les charges soient maîtrisées immédiatement et automatiquement, en fait, ipso facto, en fait, on augmente la solvabilisation en fait de ces personnes. Donc, il ne faut surtout pas supprimer ma prime Rénov'. Ah non, ça va pas. Alors heureusement, le ministre des Finances, dans une interview il y a 48 heures, a dit qu'en fait, elle avait été suspendue parce qu'en fait, il y avait eu en fait des abus, etc. C'est tout à fait dommage, en fait. Et je comprends la décision. En même temps, il dit à l'automne, elle doit revenir avec de nouvelles approches. Donc nous, on dit aux propriétaires, écoutez, voilà, vous nous offrez, parce que votre appartement, vous ne recevez rien avec ce logement, en plus il s'abîme, 2, vous payez des pénalités, 3, vous payez des charges, bien entendu, quand vous êtes en copropriété, vous payez des assurances, etc. Donc c'est une perte pour vous, et c'est une perte pour la société qui est en recherche en fait de logement pour ceux qui ne le trouvent pas. Donc on leur dit, offrez-nous un usufruit. Cet usufruit, et c'est là qu'intervient en fait notre démarche auprès du Premier ministre et de Madame la ministre du Logement, pour que cet usufruit qui serait en fait valorisé à travers en fait un forfait pour qu'il n'y ait pas de difficultés, de différends avec l'administration fiscale, serait considéré sur le plan fiscal comme une souscription en numéraire dans les foncières solidaires, permettant immédiatement à ces propriétaires de bénéficier d'un avantage fiscal. Un avantage fiscal. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Ce qui n'est pas le cas. Pour le moment, ce n'est pas possible. Il y a un blocage là, qui est un blocage juridique, simplement. Donc on va essayer de le faire débloquer. 2, nous prenons en charge les travaux.
On prend en charge toute l'ingénierie pour, en fait, aujourd'hui, trouver les subventions, etc. À travers un descriptif qualitatif et quantitatif pour ces travaux que vous signez, naturellement. On ne travaille pas à l'aveugle. Vous devez savoir comment, aujourd'hui, on va réhabiliter votre logement pour lui redonner une valeur. Et dans le même temps, vous nous offrez, pendant ce temps de l'usufruit, entre 13 ans et 15 ans, en fait, la possibilité de le louer, qui a des soignants, essentiellement, à des personnes qui travaillent dans les métiers dits essentiels et qui sont ceux-là même qui peinent le plus pour trouver un logement. Et le propriétaire récupère son bien à la fin, qui aura et donc, effectivement, avec un appartement qui, en fait, aujourd'hui, retrouve une valeur. Donc, vraiment, c'est une opération gagnant-gagnant. Et ça ne porte pas sur un petit échantillon. Aujourd'hui, ça porte effectivement sur des milliers de logements. Bernard Devers, je vous remercie. Merci à vous. Et puis moi, je vous dis à lundi pour une nouvelle émission des Coulisses du Grand Lyon.